Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition de nos 3140. Cette édition, nous avons le plaisir d'accueillir Léa Moukanas autour d'une thématique qui s'appelle « L'engagement n'a pas d'âge ». 3140, c'est un petit clin d'œil à Pi, ce nombre universel, mais c'est aussi le nom de notre laboratoire d'innovation positive, pour Pi comme Positive Innovation. Donc 3140 secondes, c'est une petite heure ensemble. Je suis Barbara Carrière, associée d'Eurogroupe Consulting, et j'ai le plaisir d'animer et piloter ce laboratoire qui a pour vocation de décrypter et anticiper les dynamiques à l'œuvre dans la cité et dans les organisations. Et notre fil rouge et notre thème conducteur est l'engagement. Notre laboratoire s'est concentré ces dernières semaines sur la publication et la sortie d'un ouvrage collectif qui s'intitule « Engagement au pluriel, agir, incarner, transmettre ». C'est un ouvrage qui met en évidence des apports théoriques, des recherches, des clés de lecture, des repères, mais aussi une trentaine de témoignages passionnants. Dans le même temps, notre fondation et notre mécénat de compétences nous a permis de faire une très belle rencontre avec Léa Moukanas, qui est ici et qui nous fait l'amitié d'intervenir malgré son agenda extrêmement dense, ses études dans un premier temps, ses activités diverses autour de l'association, mais aussi la sortie d'un de ses ouvrages qui s'appelle « Je veux être utile, l'engagement n'a pas d'âge ». Léa a fondé AIDA à l'âge de 15 ans. Et ce n'est pas une erreur d'interprétation, c'était bien à l'âge de 15. Dans le livre que Léa vient de sortir, vous nous livrez un témoignage passionnant et surtout, vous nous apportez une réponse positive par rapport à cette génération que vous appelez génération canapé, sacrifiée, covidée, hyperconnectée, mais aussi et surtout super engagée. Vous nous plongez dans l'engagement comme une école de vie et vous nous faites réfléchir à nos propres ressorts. Et franchement, c'est un très bel ouvrage. Merci Catherine Guillemette, directrice d'Eurogroupe Consulting, de conduire ce dialogue avec Léa. Enfin, je vais vite leur passer la parole, mais je ne résiste pas à l'envie de vous inciter, bien sûr, à lire l'ouvrage, de vous connecter sur les réseaux sociaux à l'association AIDA, de faire exploser leur compteur de leur opération Noël à l'hôpital. Et enfin, si vous êtes de jeunes adultes, n'hésitez pas à rejoindre des milliers de bénévoles de l'association. Si vous avez dépassé la limite d'âge comme moi, incitez vos adolescents, vos jeunes adultes en quête d'engagement à venir apporter un petit supplément d'âme aux enfants touchés par le cancer. Un grand merci pour eux. Léa, Catherine, c'est à vous. Donc merci Léa d'être avec nous ce soir. Merci à vous, merci de m'accueillir. Et bien peut-être pour commencer déjà nous parler un petit peu de l'association AIDA. Est-ce que tu peux nous en dire justement quelques mots avant qu'on rentre un petit peu plus dans ton livre? Alors bien sûr, merci déjà de m'accueillir. On est vraiment ravis de pouvoir être là, pouvoir vous parler d'AIDA plus en détail. AIDA, c'est une structure qui est née il y a 8 ans maintenant pour accompagner les jeunes entre 13 et 25 ans qui sont touchés par un cancer. Pour la petite histoire, AIDA était ma grand-mère qui a eu une leucémie, qui est décédée assez rapidement et j'ai voulu m'engager à cette époque-là dans le monde associatif. Je me suis rendu compte que j'étais trop jeune, bien qu'à l'hôpital, il y avait des jeunes de mon âge qui avaient la même maladie qu'elle, qui étaient à l'hôpital toute la journée. Et donc c'est comme ça que j'ai décidé de créer AIDA il y a 8 ans pour permettre à des jeunes de s'engager dans la lutte contre le cancer. Alors justement, 8 ans, c'est déjà un bon passage dans l'engagement. En fait, justement, tu incarnes un engagement justement depuis 8 ans sans faille. C'est quoi un petit peu tes ressorts pour pouvoir faire face? Parce que comme disait Barbara, tu as tes études à conduire en parallèle, l'association, ce livre. Alors c'est une bonne question. Je pense déjà qu'on a une super équipe chez AIDA. Je sais que vous avez rencontré une partie dans le cadre de la mission qui est accompagnée par la Fondation, mais on a une super équipe. Il y a une partie qui est connectée ce soir, l'autre qui est présente dans la salle. On a une super équipe de permanents, parce que c'est important pour une structure de se professionnaliser et d'avoir des salariés qui puissent y travailler, mais on a aussi une super équipe de bénévoles. La deuxième chose, c'est qu'on forme nos bénévoles et qu'on a vraiment investi
la formation des bénévoles comme un levier majeur pour démultiplier nos actions sur le territoire. Donc nos bénévoles reçoivent un peu moins d'une journée de formation, enfin une journée de formation quand ils arrivent. Et puis, ils ont une psychologue aussi qui s'appelle Emma, qui est présente à cette formation et qui va être avec eux tout au long de leur engagement ensuite. Donc, je pense que c'est à la fois la super équipe qui est autour d'Aïda qui permet de faire face, mais aussi le fait qu'on donne les clés aux jeunes pour se saisir de ce projet-là et finalement en faire leur projet. J'ai suivi la formation, j'ai trouvé ça super et justement très adapté, comme tu disais, à l'engagement des jeunes. Donc animé par les jeunes, pour les jeunes. Et justement, quand on regarde un petit peu 8 ans, on a vu avec toi dans le cadre de l'association tous les travaux menés et les questions en fait qui se posent aujourd'hui. Pourquoi en fait tu as trouvé que c'était le bon moment pour écrire un livre? Qu'est-ce que tu voulais passer comme message en fait au travers de ce livre? Là, on a fêté nos 7 ans en janvier dernier avec Aïda. 7 ans, on dit souvent que c'est l'âge de raison. Je pense que pour une structure, c'est aussi un cap. C'est-à-dire qu'on sent qu'il y a un avant 7 ans et un après 7 ans. Et ce qu'on a vécu avec Aïda, quand on le racontait, quand on le présentait dans des entreprises, quand on le racontait dans des médias, je crois que c'était toujours compliqué pour les gens en face de se rendre compte de ce qu'on vivait à l'intérieur, parce que finalement cette association elle mobilise des milliers de jeunes, elle accompagne des milliers de jeunes aussi à l'hôpital, et c'est vraiment un univers, c'est vraiment une ambiance particulière que vous avez côtoyée aussi, et je pense que ça ressemble à pas grand chose que ce que vous avez pu accompagner jusqu'à présent. Et donc je crois qu'on avait besoin de mettre des mots déjà collectivement sur cette histoire-là, de pouvoir la raconter, faire en sorte que elle existe quelque part et que ce soit aussi la transmission vers les générations de bénévoles qui arrivent. Donc ça c'est je pense à titre collectif. Et à titre plus personnel, c'est aussi mon histoire. Moi j'ai commencé à m'engager avec Aïda quand j'avais 14 ans. C'est toutes vos années d'adolescente, c'est le début de cet âge adulte finalement. Et je crois que de pouvoir mettre des mots là-dessus, pouvoir aussi, et je l'ai dit tout à l'heure, Aïda c'était le prénom de ma grand-mère, mais pouvoir aussi raconter son histoire, savoir aussi qui elle était, parce que vous portez pas le même regard à 14 ans sur votre grand-mère qu'à 23 ans. Tout ça, ça a nourri l'écriture de ce livre-là et ça en a fait le livre qu'il est aujourd'hui. Alors justement, dans ton livre, au tout début, tu racontes un petit peu ton premier engagement, tes premiers... ta première visite à l'hôpital. J'ai trouvé que ce passage était extrêmement émouvant, où tu expliques en fait un engagement sans faille, toute une classe, et effectivement une difficulté à rentrer à l'hôpital quelque part. Oui, mais totalement. En fait, les tout premiers pas d'Aïda, on a mis quand même 1 an et demi à signer notre première convention de partenariat avec un hôpital. Et c'est vrai que c'était pas évident parce qu'on était hyper motivés. C'était avant les vagues Greta Thunberg, tout le monde veut des jeunes en tête d'affiche. C'était avant ça. C'était à l'époque où on parlait beaucoup des jeunes comme étant la génération canapé. On s'inquiétait beaucoup de l'avenir de la jeunesse qui se souciait de pas grand-chose finalement. Puis après, ça a changé. Après tous les ans, on a eu un nom différent. Mais en tout cas, à cette époque-là, c'était cet état d'esprit autour de la jeunesse. Et donc, c'est vrai qu'on a mis beaucoup de temps à signer notre première convention de partenariat avec un hôpital. On a mis 1 an et demi. Et cette première visite à l'hôpital dont tu parles, elle a été incroyable parce que elle est à l'essence même de ce qu'on fait chez Aïda. Peut-être que je peux la raconter. Je pense que tu peux raconter, parce que moi j'ai adoré le fait de dire que tu essayais de te déguiser en adulte au départ, parce que justement on ne prenait pas au sérieux, et pourtant les jeunes, il faut les prendre au sérieux quand ils veulent s'engager, c'est quelque chose de tellement magnifique en fait, et avec une telle énergie, que c'est dommage, effectivement, comme monde d'adulte, alors moi je peux en parler avec quelques années de recul, que effectivement tu n'aies pas eu cette écoute, et qu'il ait fallu attendre, je ne sais plus, la 10e structure avant que tu aies eu un retour positif, on va dire. C'est ça, en fait il y a eu un avant cette première visite à un hôpital et un après. C'est-à-dire qu'avant ça, on considérait que d'être jeune et de monter notre structure et d'être jeune et s'engager, c'était vraiment... une faiblesse quoi. Enfin, on essayait de le camoufler. Moi, j'avais 15 ans, je prenais les habits de ma mère, je me maquillais plus. Enfin, tout mon objectif était d'avoir l'air d'avoir 10 ans de plus. Et d'ailleurs, juridiquement, tout était fait pour qu'on puisse pas s'engager aussi jeune, parce que l'hôpital, il fallait avoir 18 ans. Créer une association, il fallait avoir un minimum d'âge aussi. Donc, tout était fait structurellement pour complexifier l'engagement des jeunes. En tout cas, personne n'avait pensé à faciliter l'engagement des jeunes. Et puis il y a eu cette première visite à l'hôpital, à la clinique Édouard Risse
dans le 16e arrondissement, qui est le premier hôpital à nous avoir fait confiance. Quand on leur demande pourquoi aujourd'hui, ils nous disent on ne sait pas trop, un peu sur un coup de tête. Enfin voilà, vous aviez l'air d'avoir... Un coup de tête à 22 quand même, c'est pas rien. Un coup de tête à 22, puisque à notre première intervention à l'hôpital, on était effectivement 22. Et donc on arrive dans cet hôpital-là, auprès d'autres jeunes de notre âge qui sont des ados qui sont hospitalisés. On allume la musique et là, il y a une soirée à l'hôpital et tous les codes de l'adolescence se reproduisent. Vous avez ceux qui sont très à l'aise sur la piste de danse qui sont au milieu, vous avez ceux qui le sont un peu moins qui sont de côté. Vous avez de l'adolescence qui rencontre l'adolescence, peu importe le fait qu'on est à l'hôpital, peu importe le fait que les jeunes sont malades. Et moi, je rencontre une jeune fille qui s'appelle Faustine. C'est la première fois de ma vie que je suis dans un hôpital, première fois de ma vie que je suis en intervention avec Aïda. Et donc, au départ, elle ne me calcule pas trop parce qu'elle elle se dit encore une association parmi tant d'autres. Et quand elle se rend compte que j'ai son âge, il y a vraiment quelque chose dans son regard qui change totalement. Et elle me propose d'aller jouer du piano dans sa chambre et on finit la soirée en jouant un quatre-mains dans sa chambre. Et quand je quitte sa chambre au premier étage, elle me dit merci parce que pour la première fois, je me suis sentie jeune et pas malade. Et je crois que cette phrase, elle est à l'essence même de ce qu'on porte chez Aïda au quotidien et elle est vraiment à l'essence même de la mission d'Aïda, c'est d'accompagner les jeunes comme jeunes avant de les accompagner comme patients ou comme malades. Et je pense que c'est à ce moment-là qu'on s'est rendu compte que notre jeunesse était une force et que c'était un levier pour connecter finalement la jeunesse à la maladie. Ça, c'est une magnifique histoire. Après, ce que je trouve aussi intéressant dans le livre, mais aussi dans les échanges qu'on a eus sur l'association, c'est ce que tu disais sur la formation. Aller à l'hôpital, ça peut être quelque chose de très difficile. Tout à fait. Et tu disais qu'en fait, il faut aussi se donner les codes, ou en tout cas les moyens, de faire face à des situations où on est là pour aider, mais on est là pour aider pas forcément longtemps dans le temps, ou malheureusement avec des histoires heureuses et des histoires moins heureuses. Peut-être comment justement toi, soit individuellement, soit au titre de l'association, tu le ressens. Est-ce que ça a un impact sur l'engagement? Est-ce que c'est parce que c'est des moments difficiles à vivre. C'est une excellente question. Je pense que là-dessus, il y a plusieurs sujets. Il y a déjà, c'est quoi l'hôpital en fait? C'est un lieu où on soigne, c'est un lieu où on accompagne. Et c'est un lieu que je crois, pour le coup, que tout le monde a à cœur de rendre plus humain. Qu'est-ce que j'entends par plus humain? Pas que les soins ne sont pas humains aujourd'hui, mais qu'on est de plus en plus dans une dynamique où on se dit comment on soigne la personne qu'on a en face de nous. Et pas comme un être. Un être humain en face de nous qui, quand il a 19 ans, va à l'école, a un petit ami ou une petite amie. Donc comment est-ce qu'on prend la personne dans sa globalité? Et ça, c'est vraiment la première posture qu'on a quand on intervient dans un hôpital aujourd'hui. Le deuxième sujet que tu évoques qui est très important, c'est on arrive à guérir 80% des jeunes aujourd'hui. Il y a malheureusement 20% des jeunes qu'on n'arrive pas à guérir et qui du coup meurent à l'issue de leur traitement. Ça, il n'y a pas de solution magique. C'est, je pense, une des seules choses qu'on ne peut pas ni contrôler ni standardiser dans l'accompagnement. Ça se fait au cas par cas. Dans le livre, je raconte 2 histoires de jeunes. La première, je raconte plusieurs histoires de jeunes, mais 2 histoires de jeunes pour lesquelles malheureusement l'issue n'est pas positive. La première, c'est avant que la formation des bénévoles ait lieu, avant qu'on garde cette posture d'aidant et qu'on soit capable évidemment de prendre un peu de recul de ce qu'on disait. La distance, comme on peut le voir dans le corps médical, en fait. C'est ce que je trouve très intéressant sur aussi la maturité des jeunes par rapport à ça. Tout à fait. Et c'est vraiment ce à quoi on les accompagne. Donc, on voit ce que ça fait de pouvoir accompagner un jeune sans avoir eu cette formation-là. Et puis, la deuxième histoire que je raconte, je ne dévoile pas le prénom du jeune parce que je ne veux pas dévoiler le livre. Il faut lire le livre. Pour ceux qui ont envie de le lire. Mais donc, c'est un jeune qu'on a accompagné plus récemment, qui est décédé l'année dernière. Et ce jeune-là... c'est vrai qu'on a tous reçu la formation, on a tous cette posture évidemment à l'hôpital. On n'est pas en retrait, mais on est en posture d'aidant, c'est-à-dire qu'on est là pour accompagner, on est là pour partager un instant. Et dans le temps présent, et d'ailleurs la notion de temps est très importante, tu as complètement raison de la souligner. Et après, comment est-ce que tu gères ça à titre individuel? Parce qu'il y a évidemment la structure, mais comme tu l'as très bien dit, il y a aussi comment tu gères ça à titre individuel.
Il y a des moments qui sont plus difficiles que d'autres, et ça, je pense qu'il ne faut pas les nier. Je pense qu'il y a aussi le fait de mettre des mots là-dessus, mais je crois que sur la mort, sur la fin de vie, sur le soin, sur l'hôpital, c'est souvent des sujets tabous. En tout cas, moi, j'ai grandi dans une famille où c'était un sujet complètement tabou, où on n'en parlait pas. Il valait mieux pas parler de la personne plutôt que de mettre des mots là-dessus. Et je crois que la première chose, c'est qu'on met des mots dessus. Voilà, toute première formation que tu évoques, que j'ai faite, les jeunes nous disaient, mais moi, j'ai ma tante qui a mis fin à ses jours, ou moi j'ai mon frère qui a eu un cancer, et c'était la première fois qu'ils pouvaient en parler dans un environnement qui ne les regardait pas de travers quand ils en parlaient. Donc ça, je pense que c'est la première chose, et je pense qu'à titre individuel, mettre des mots là-dessus aide. Et puis je crois que c'est aussi un moteur, c'est-à-dire que je crois que l'injustice est aussi, et parfois malheureusement ou heureusement, je ne sais pas ce qu'il faut dire, un moteur. Moi je sais que ça me donne envie de me battre pour que ça n'arrive pas à d'autres après. Alors, peut-être aussi pour compléter, enfin moi ce que je trouve super, dans le livre tu racontes effectivement toutes ces histoires. Moi ce que j'ai vu au travers de l'association, c'est que vous fourmillez d'idées. Il y a des projets, mais alors il y a plein de projets. Donc c'est pas juste la rencontre à l'hôpital de pairs en fait, hein, donc de jeunes avec de jeunes patients, mais c'est aussi plein d'initiatives, plein de projets qui permettent en fait, notamment quand on se retrouve dans des périodes de Covid où tout le monde est confiné, d'avoir quand même une présence et c'est justement on va dire cet enthousiasme, cette capacité en fait à avoir autant d'idées et à les mettre en œuvre. Comment en fait vous arrivez à vous renouveler, parce que c'est pas toujours facile. C'est une bonne question, je pense que tu l'as bien dit, on fourmille d'idées. Alors, il y a comment on arrive à se renouveler, puis il y a comment on arrive à canaliser nos idées. Voilà, on en parle hier soir. On va pouvoir travailler ensemble là-dessus aussi. Mais comment on arrive à se renouveler. C'est vrai qu'on est dans un écosystème de l'hôpital qui est un écosystème d'innovation, mais qui est un écosystème qui a aussi ses codes et qui est resté très classique, évidemment, sur certains sujets. Donc, on évolue dans cet écosystème-là. Moi, je crois que la façon dont on arrive à se renouveler, les équipes font un super boulot là-dessus, mais c'est aussi en étant au plus proche du terrain. C'est-à-dire qu'on n'est pas déconnecté de l'hôpital, déconnecté des patients, mais on est au quotidien avec eux. Et en fait, les idées qu'on a naissent des besoins que les patients peuvent formuler, qu'on peut vivre aussi en étant à l'hôpital au quotidien. Je donne un exemple en particulier. Il y a cette opération Noël à l'hôpital qui était citée tout à l'heure. Noël à l'hôpital, elle est née parce qu'on était à l'hôpital le soir de Noël il y a 7 ans et une jeune de 19 ans a reçu un Playmobil 6 ans et plus pirate. Et donc on s'est dit, bon... un petit peu décalé, à part si elle était fan de pirates. Mais voilà, à part si elle est fan de pirates et fan de Playmobil 6 ans et plus, ce qui aurait pu super bien fonctionner dans ces cas-là, ça aurait été une super coïncidence et un super hasard. Mais en l'occurrence, c'était pas le cas. Elle était plutôt shopping et fringues et voilà. Maquillage et karaté d'ailleurs. Et on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire pour pallier ça. Et donc on a créé Noël à l'hôpital, qui est un site internet noelalhôpital.fr et sur lequel en quelques clics on peut offrir le cadeau qu'il a commandé à un jeune hospitalisé, qui permet finalement d'offrir des cadeaux qui ont du sens en fin d'année et d'offrir des cadeaux qui font vraiment plaisir. Très belle initiative. Maintenant qu'on a parlé un petit peu de l'association, des messages que tu as cherché à porter dans ton livre, est-ce qu'on peut peut-être aussi, tu peux peut-être dire un mot de ton engagement en fait en termes de faire le relais par rapport à, on va dire, la vision de santé publique. On a parlé en fait dans l'association le fait qu'on travaille aussi sur la partie conférence. Tu disais que c'était important de mettre des mots, de pouvoir parler de la mort et derrière d'expliquer aussi le processus plus scientifique en fait qui se cache derrière l'hôpital, derrière la recherche. Alors c'est très important parce qu'il faut se dire qu'en santé publique, la tranche d'âge qu'on adresse des 15-25 ans, elle n'existait pas avant le Covid. Elle a émergé avec le Covid parce qu'il y a eu la question de la santé mentale. On s'est dit, mince, les jeunes ne vont pas bien. Et donc, la question de la santé des 15-25 a été adressée parce que finalement, on n'arrivait pas à les toucher. Donc, on s'est dit, mince, c'est pas la pédiatrie, c'est pas la médecine adulte, c'est une nouvelle tranche d'âge qui est au milieu, qui existe déjà en Angleterre, qui existe déjà aux États-Unis, qui n'existait pas en France. Il faut se dire qu'un professionnel de santé... Il ne faisait pas la différence. Il ne fait pas la différence et il n'a pas de formation dédiée. C'est-à-dire que soit il est pédiatre, soit il est médecin adulte, mais il n'y a pas de médecin jeune. Ça n'existe pas, il n'y a même pas de formation. Voilà. Et donc, on a émergé dans ce contexte-là. Et dans un contexte où la prise en charge, il n'y a pas de parcours de soins
15-25. Donc, tu es soit traité en pédiatrie, soit traité en médecine adulte. Mais tu n'as pas, ou très peu, 4 unités en France dédiées aux 15-25 ans. Et donc, on émerge dans ce contexte-là. Donc oui, évidemment, l'engagement d'Aïda, il a une importance majeure en santé publique à 2 titres. Le premier, c'est la prise en charge des 15-25 ans. Et comment est-ce qu'on fait en sorte de démontrer que le fait d'être pris en charge entre pairs, le fait de rencontrer des jeunes de ton âge pendant les traitements, bah, ça a un impact sur tes traitements, ça a un impact sur la façon dont tu fais face à la maladie. Ça, c'est le premier élément. Et puis le deuxième, que tu connais très bien Aïda, donc tu sous-entendais dans tes questions, c'est comment est-ce que finalement des jeunes qui n'ont rien à voir avec la santé vont s'engager sur le terrain à l'hôpital et comment est-ce que ça va avoir un impact sur leur comportement de santé, sur leur rapport au système de santé. Il y a 9% des jeunes qui, quand ils arrivent chez Aïda, disent « moi c'est la santé qui m'intéresse ». 50% qui au bout de 5 ans disent « moi je veux faire un métier en lien avec la santé » et 70% qui disent « moi ça a changé au moins un de mes comportements de santé, la façon dont je regarde une affiche de prévention, si je continue à fumer ou pas, si j'arrête l'alcool ou pas ». Donc oui, pour moi, l'engagement, et c'est aussi ce qu'on veut dire quand on dit que l'engagement n'a pas d'âge, mais pour moi, l'engagement en santé, c'est un dispositif de santé publique. Alors, justement, j'avais été très marquée, alors que ce soit dans la formation, et ça m'a fait sourire quand je l'ai lu dans ton livre, la première liste avant d'aller à l'hôpital, je ne mets pas de parfum, je ne fume pas avant d'y aller, je fais ceci, je fais ça. Et on voit qu'en fait, c'est des petites choses très simples, et j'avais été... déjà, d'où te venait en fait cette première liste au départ, comment tu as eu la conscience de le faire? Et la deuxième chose, c'est comment en fait tu arrives, et toute l'équipe Aïda arrive à diffuser ce message auprès de tous les bénévoles, parce que moi j'ai été impressionnée en formation en fait de la façon de passer le message. Alors il y a plusieurs questions. On va commencer par comment tu as eu les idées, puis après on va parler de comment tu arrives à le mettre en œuvre. Sur la question de comment on a eu les idées, c'est toujours le terrain. Alors malheureusement, tu interviens à l'hôpital et on te dit là tu sens très fort et je suis en chimio. Donc là tu te dis bah mince, peut-être que c'est un truc sur lequel il faut qu'on travaille et que effectivement nos bénévoles mettent pas de parfum, mettent pas un déo qui soit odorant pour le coup quand ils interviennent, ou mettre du déo dans certains cas, important dans les deux sens. Mais en tout cas, comment est-ce que toutes les règles qu'on a posées finalement répondent à des situations qu'on a vécues? Pourquoi est-ce qu'on dit à nos bénévoles de ne pas donner leur numéro de téléphone aux jeunes quand ils interviennent à l'hôpital, mais de donner plutôt celui de l'association? Parce qu'en fait, on a vécu la situation où on donnait notre numéro de téléphone. Le temps à l'hôpital n'est pas le même qu'en dehors de l'hôpital, et donc 4 SMS dans une matinée peut sembler rien à l'hôpital, mais 4 SMS dans une matinée quand tu es en dehors de l'hôpital et que tu sors de cours et que tu lis tous ces SMS-là, ça peut être parfois lourd à porter. Donc tout ça, ça vient du terrain. Et comment ils sont diffusés? Il y a une super équipe qui travaille dessus. Dans la pièce, on a Olivia et Océane qui sont là. Je sais qu'il y en a qui sont connectés aussi. Mais on a une super équipe qui travaille avec notre psychologue Emma aussi à comment est-ce qu'on fait en sorte que ces messages ne soient pas des injonctions, mais comment est-ce qu'on les construit ensemble, et comment est-ce que finalement ça coule de source à l'issue de la formation de dire bah oui, si le parfum ça donne la nausée aux jeunes, je vais pas mettre de parfum. Et c'est pas une règle imposée, mais c'est quelque chose qu'on a construit ensemble. Et ça, je crois que c'est très important dans le format de la formation tel qu'il est délivré, mais aussi dans tout le travail que font les équipes d'Aïda pour le passer aux jeunes. Effectivement, un des points, je pensais essentiels, c'était moi j'ai vu auprès de la bénévole qui était à côté de moi en formation, dans le regard de dire effectivement, je ne me rendais pas compte, et c'est mieux quand ça ne vient pas d'un adulte. Ouais. C'est bizarre, hein, mais le message, il passe mieux. Donc, il y a un petit peu cette question dans l'engagement. Qu'est-ce qui fait que tu arrives à susciter autant d'engagement, que l'association arrive à susciter autant d'engagement auprès des jeunes? Tu dis, il y a le sujet, on va parler de ce qui intéresse en termes de santé ou pas, et qu'est-ce qui fait qu'effectivement, derrière, ça se concrétise? Là-dessus, je crois que le pair à pair joue un rôle énorme. C'est-à-dire quand on dit l'engagement n'a pas d'âge, il n'y a pas d'âge pour justement être formateur. On a des formateurs qui ont, je parle sous le contrôle d'Olivia et d'Océane, mais qui ont 18, 19, 20 ans. Et je pense que d'avoir quelqu'un de ton âge ou de sensiblement ton âge qui te véhicule ce message-là, et qui est finalement dans la transmission. C'est assez fou de se dire qu'à 18-19 ans, on peut être dans la transmission, mais c'est un peu ce qu'on essaye aussi de promouvoir, avec toujours cette notion en tête de quand on s'est engagé avec Aïda, comment est-ce qu'on fait en sorte que ceux d'après puissent le faire? Et quand on a vécu ce que permet l'engagement, on disait en intro une école de vie,
mais comment est-ce que cette école de vie qui, moi, m'a aidé à trouver une place, m'a ouverte au reste du monde, m'a permis tellement de choses, comment est-ce que je fais en sorte que ça puisse être vécu par d'autres après? Et donc c'est exactement ce sujet que tu poses, qui est que le pair à pair et le fait que on donne une place aux jeunes, qu'on les responsabilise, qui voient un impact très concret, très direct finalement de leurs actions, les pousse aussi à s'engager dans l'aventure. Et tu ne proposes pas que le pair à pair, parce qu'effectivement, il y a d'autres activités pour des jeunes qui seraient mal à l'aise à l'hôpital, par exemple. Il y a plein d'autres activités, effectivement, pour des jeunes qui seraient mal à l'aise, tenir des stands, organiser des ventes. On a plein de jeunes qui nous écrivent en disant « j'ai fait une brocante ce week-end » ou « j'ai tenu un stand ce week-end ». Et je pense que ça rejoint le deuxième aspect, qui est que il y a beaucoup de jeunes qui arrivent chez Aïda en disant « je ne pouvais pas m'engager ailleurs ». Je me suis engagée chez Aïda parce qu'on m'a dit que c'était la seule structure qui permettait à des jeunes de s'engager. Et ça, c'est aussi important. On a vraiment créé une structure qui soit adaptée à cet âge-là. Paradoxalement, on ne sait pas engager les plus âgés ou les beaucoup plus jeunes. On sait engager les adolescents et les jeunes adultes. Et je pense qu'on a créé une structure qui s'adapte à leur emploi du temps, qui est un emploi du temps de lycéens, de collégiens, parfois d'étudiants aussi. On a créé une structure qui réponde aussi aux besoins de cet âge-là, qui est je veux de la responsabilité, mais pas forcément d'engagement toutes les semaines à la même heure. Et donc qui soit aussi à la carte. Mais tu racontes justement dans ton livre ce côté à la carte, mais ce côté temps aussi que tu donnes, que tu investis justement dans l'association. Quand tu regardes un petit peu justement, peut-être en tranche de vie, entre quand tu as créé l'association et où est-ce que tu en es maintenant, qu'est-ce que tu raconterais en fait sur ces différentes phases en fait, quelque part? Alors, c'est pas une question facile. Je pense qu'il y a eu une phase... T'en parles en mots filés dans le livre, oui, mais... Complètement, mais il faut le synthétiser. Donc, au départ, tu es dans un truc de je donne sans compter et où tu n'as pas d'équilibre. Et moi, je sais que mes 2 premières années avec Aïda, c'était ça. C'était il faut absolument que ça marche, donc tu donnes sans compter, tu n'as pas d'équilibre. Et puis, tu as le point de rupture à un moment où tu te dis, bah mince, j'ai peut-être un peu trop donné, je suis peut-être un peu fatiguée. J'ai peut-être mes études à côté aussi. J'ai peut-être mes études à côté aussi, j'ai peut-être d'autres enjeux qui sont importants. Et puis, j'ai ma personne à moi. Comment est-ce qu'elle interagit dans cet écosystème? Comment est-ce qu'elle existe aussi à côté de ce qu'elle a créé? À 28 ans, j'aurais passé plus de temps avec Aïda que sans dans ma vie. Donc, il y a aussi la notion de comment on existe là-dedans et comment est-ce qu'en plus de construire un projet, on se construit soi-même. Donc, il y a eu cette deuxième phase qui était plus une phase de rupture, où ça a été plus compliqué. Et puis, au moment où la formation est arrivée, au bout de 3 ans, au moment où on a posé les différents éléments avec l'équipe, il y a eu cette phrase de comment est-ce que finalement l'engagement, c'est une question d'équilibre. Et comment est-ce qu'il y a l'engagement qu'on peut avoir à l'hôpital d'un côté, notre vie d'étudiant, de collégien, de lycéen de l'autre, notre vie personnelle, et comment est-ce que ce triptyque, finalement, il peut être capable d'exister et comment est-ce que notre engagement à l'hôpital et en dehors de l'hôpital sur toutes les actions qu'on peut porter, tu as complètement raison de le rappeler, j'ai vu Olivia et Océane hocher la tête en disant il n'y a pas que l'hôpital, mais comment est-ce que ça peut aussi exister et permettre finalement d'avoir cet équilibre de vie. Magnifique, magnifique exercice. Et justement, quand tu parles d'équilibre, derrière, tu as déjà dit plusieurs fois le terme dans tes interventions, mais comment on transmet en fait? Quel attachement justement à la transmission? Tu parlais de la transmission, on peut déjà transmettre quand on a 17, 18, 19 ans. Comment tu vois la transmission effectivement entre les générations de jeunes dans l'association? Comment tu vois ta propre transmission? Mais je pense que la transmission, elle est à l'essence même d'Aïda, parce que Aïda, c'est quand même le prénom de ma grand-mère. On a quand même 2 écarts de génération qui se parlent. Moi, j'ai l'impression d'avoir construit Aïda aussi avec le reflet d'une femme qui était, finalement, j'ai pas beaucoup connue, parce qu'elle est décédée quand j'avais 14 ans, mais qui a légué des valeurs, qui a légué des racines aussi. Je pense que les racines au Liban... le principe d'un Libanais, c'est qu'il y a toujours un Libanais connecté quelque part, donc je suis sûre qu'il y a un Libanais au call. Mais comment est-ce que finalement, dans l'essence même d'Aïda, dans l'histoire même d'Aïda, la transmission, c'est la clé de voûte de départ, paradoxalement. C'est celle de fin normalement, là c'est celle de départ. Et donc du coup, je trouve que ce qui est génial, c'est que ça a créé un cycle vertueux où en fait aujourd'hui les équipes ont vraiment à cœur. Moi j'entends beaucoup de gens qui disent moi j'aime former ou j'aime permettre à d'autres en tout cas
de pouvoir avoir cet engagement-là, des jeunes qui vont intervenir dans leur classe pour embarquer toute la classe après, des terminales qui vont aller voir des cinquièmes pour aller les recruter jeunes et faire en sorte que finalement on ait des jeunes, de plus en plus jeunes qui arrivent chaque année et que ce message-là, il soit porté par d'autres jeunes. Moi, je crois que le plus bel exemple de transmission qu'on ait eu en 7 ans, c'est une jeune fille à Toulouse qui nous a écrit en disant j'aimerais bien créer Aïda dans mon établissement scolaire et pouvoir porter Aïda à Toulouse. Et donc cette jeune fille s'appelle Gabrielle, c'était il y a 7 ans. Et moi, la première fois que je suis allée à Toulouse pour Aïda, j'ai adoré parce que je suis arrivée dans la pièce et on m'a dit mais vous êtes, j'ai pas compris, qui êtes-vous, là c'est une réunion Aïda, vous n'êtes pas conviés si vous n'êtes pas bénévole. Et j'ai trouvé ça extraordinaire parce que tout le monde dans la pièce à Toulouse avait la conviction que la présidente d'Aïda et la fondatrice d'Aïda était Gabrielle, qui avait pris l'idée d'Aïda à Paris, qu'il avait dupliquée à Toulouse. Et en fait, c'est ça la force du modèle. Mais c'est vraiment cette capacité à se dire Aïda nous appartient à tous et on a tous la responsabilité de le transmettre. Très belle idée et effectivement qui permet de se poser la question du renouvellement en fait aussi. Parce que comme on disait avec Barbara en tout début, nous on a un petit peu passé la limite d'âge, en tout cas pour les opérations à l'hôpital. Mais par contre, ça n'empêche pas, comme on l'a vu, de travailler ensemble et d'apporter en fait un regard en fait peut-être un petit peu différent sur l'association, de vous aider à structurer d'autres projets. Et Dieu sait que vous en avez des projets. Peut-être que tu peux parler un tout petit peu justement, parce que dans cette idée de transmission, je trouve qu'il y a vraiment cette idée effectivement vis-à-vis de l'ensemble des bénévoles et un renouvellement de génération quelque part, mais la difficulté aussi que le Covid a créé en fait dans l'association. On était vraiment dans une rencontre physique à l'hôpital et il a fallu trouver de nouveaux ressorts et ça a quand même été plus compliqué pour transmettre. Quels ont été en fait in fine les ressorts qui ont permis que l'association s'empare en fait du sujet, y compris à distance? Alors je vais pas redire que le Covid a été une période difficile. Je crois qu'on connaît la situation des structures hospitalières, même en dehors du Covid, mais pendant cette période-là. Nous, la transmission, elle a été régie par l'urgence au début de la crise Covid, parce qu'il faut imaginer que les jeunes qu'on accompagnait, ceux qui étaient traités dans des services adultes, donc à 17, 18, 19 ans, n'avaient pas le droit aux visites, en tout cas dans le premier confinement. Parce que les services adultes, la réglementation qui était tombée, c'est pas de visite pour tous les services adultes. Donc on s'est retrouvé avec des milliers de jeunes complètement isolés à l'hôpital, qui avaient le droit à aucune visite, pas même ceux de leurs parents, sauf pour les mineurs. Et donc on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Et donc on a créé un programme d'intervention à distance qui nous permettait de faire des visites à distance dans les services. On a équipé les services hospitaliers de connexion Internet. Ça peut sembler fou avec le recul, mais il n'y avait pas de connexion Internet gratuite dans les services hospitaliers avant le Covid. C'était payant, c'était 10 € par semaine par patient. Et donc on a équipé tous nos services partenaires de connexion Internet. On a créé ces visites, on a formé à distance nos bénévoles à accompagner eux-mêmes à distance. Donc c'est particulier parce que tu n'es pas à l'hôpital, donc toutes les règles qu'on t'apprend en formation, elles sont un peu chamboulées. Tu es dans ta chambre, tu es dans ton petit studio. Plus le problème du déodorant ou du parfum, mais le problème de l'interaction en visio. Tout à fait. Et puis le problème de comment est-ce que tu gardes la juste distance? Parce que quand tu arrives à l'hôpital, tu mets ton t-shirt d'Aïda, tu fais tes 2h30 d'intervention, tu ressors de l'hôpital, tu enlèves ton t-shirt ou tu l'enlèves chez toi, tu fais ce que tu veux, mais en tout cas, il y a un début et une fin. Voilà. Alors que quand tu es chez toi, étudiant dans ton 12 mètres carrés, comment est-ce que tu sors d'activité en n'étant pas encore pendant tout le reste de ta soirée dans cette réflexion de j'ai accompagné ce jeune, il est isolé seul dans sa chambre. Donc c'est finalement comment est-ce que tu accompagnes à la fois la santé mentale des jeunes que tu vois à l'hôpital, mais aussi la santé mentale de tes bénévoles et comment est-ce que ça s'est adressé. Alors nous on s'est rendu compte que finalement c'était l'isolement qui rencontrait l'isolement, parce que cet âge-là était particulièrement isolé pendant la pandémie, pas que cet âge-là évidemment, mais cet âge-là, je trouve en tout cas, a été très isolé. Donc ça a vraiment été l'isolement qui rencontrait l'isolement. C'est à ce moment-là qu'on a mis les rendez-vous individuels avec la psy aussi, les groupes d'échange, les débriefs après les interventions. D'habitude c'était un peu plus espacé. Donc on a mis en place des espaces où chacun pouvait agir, chacun pouvait s'engager, et le distanciel et le numérique a aussi permis beaucoup de choses là-dessus.
Et puis dans cette génération-là, le numérique, vous êtes né avec. Oui. Forcément, vous en connaissez tous les codes. On va bientôt arriver au bout de notre séquence. Est-ce qu'il y a une anecdote ou un point particulier que tu voudrais justement partager avec nous ce soir? On parlait de la crise Covid tout à l'heure, et moi j'aimerais vous remercier déjà de nous accueillir. Merci Eurogroupe évidemment pour son engagement et la Fondation, parce qu'on l'a vu pendant la crise Covid. Et on est en pleine Coupe du Monde d'ailleurs. Moi, j'ai pas honte de dire qu'on est en pleine Coupe du Monde. Et notre parrain, c'est Benjamin Pavard de l'équipe de France de foot. Et je crois que c'est important de dire que l'engagement, c'est aussi un travail d'équipe. Et que chacun, dans une équipe de foot, a sa place sur le terrain. Il y en a qui vont plus être attaquants, il y en a qui vont être défenseurs, il y en a qui vont être milieu de terrain, il y a les goals. J'ai révisé juste avant de venir les... Sans compter le banc des remplacements. Les positionnements de chacun, sans compter le banc des remplacements. Et en fait, je crois que ce qui est essentiel, c'est que pour marquer un but au service de notre cause, il faut savoir se faire des passes. Donc merci aussi de nous avoir accompagnés ces derniers mois et pour l'engagement d'Eurogroupe à nos côtés, parce que grâce aux passes que vous nous faites, on marque des buts. Ça, c'est une très belle image. Alors moi, je suis un petit peu moins foot, mais ce que je trouve effectivement important, c'est que ça rassemble les générations. Justement, en parlant de transmission, je trouve qu'aussi, ce qui est une très belle histoire, tu disais effectivement le lien avec ta grand-mère, on voit aussi quand même, et dans ton livre et dans ce qu'on a vu dans l'association, que vous avez aussi tout un environnement de personnes qui ont, entre guillemets, dépassé la limite d'âge, mais qui vont pouvoir justement vous aider, et tu parles de collectif, pour vous aider en retour d'expérience, vous aider à structurer des projets. Je pense que il y a peut-être cette idée il y a de la place pour tout le monde en fait. Il y a de la place pour tout le monde. Je pense que l'engagement aide à trouver sa place et qu'il y a une place pour tout le monde, c'est sûr. Et qu'il faut qu'on arrive à travailler ensemble. Et on s'en est rendu compte pendant la crise Covid, mais c'est les acteurs privés, les acteurs publics, les acteurs associatifs, l'hôpital qui a travaillé main dans la main. Et il n'y a jamais eu autant de synergie que pendant cette période-là. Et moi, j'espère que c'est quelque chose qu'on va garder après. Ben moi, c'est ce que je retiens en fait aussi du livre, c'est tu dis l'engagement n'a pas d'âge. Donc effectivement, entre ma réflexion de début quand on a commencé à travailler ensemble et ton livre, je dis je suis d'accord, et comment effectivement trouver une façon de participer en fait à l'effort de transmission. Quand tu disais l'engagement n'a pas d'âge, peut-être j'aimerais bien revenir sur ce que tu disais sur les jeunes et la notion peut-être, tu disais de à la carte. Quand je vois dans l'association, il y a les jeunes ultra engagés, donc, les dames qui sont autour de nous, Olivia, Océane, sans faille dans les travaux qu'on a pu mener. Mais il y a aussi effectivement le fait de pouvoir offrir aux jeunes un espace où on peut venir s'engager une fois et il n'y a pas de culpabilité à ne pas s'engager forcément dans le temps. Tout à fait. C'est assez marrant parce que pendant la promo du livre, là, je rencontre des jeunes et des moins jeunes un peu partout sur le territoire qui disent moi j'ai très envie de m'engager, mais par contre venir toutes les semaines où j'ai pas le temps, enfin le temps est vraiment le facteur qui est bloquant. Et c'est vrai qu'avec Aïda on a voulu créer un engagement qui soit à la carte, déjà parce qu'on n'avait pas le choix, quand vous êtes au lycée, faut vous engager quand vous avez le temps après les cours, le week-end, et puis quand vous en avez envie. Je crois que c'est aussi ça qui est important, il ne faut pas se forcer à s'engager, et donc c'est vraiment ce qu'on a voulu créer, et créer finalement un espace où on pouvait agir. Alors c'est agir toute l'année, c'est agir 2 heures, c'est agir tous les mois, peu importe. L'idée c'est d'agir à un instant T, et que ce temps qu'on offre aux patients, ce temps qu'on offre à la cause, on ait envie de le vivre et qu'on soit content aussi de s'engager, parce que je crois que ça fait du bien aussi de donner, ça fait du bien de s'engager, et il y a plein d'études qui le démontrent, et c'est vraiment cet écosystème qu'on a voulu créer, un écosystème positif, on est content de se retrouver quand on s'engage aussi. Dans ce côté justement un petit peu à la carte, je trouve intéressant qu'on puisse aussi donner quelques exemples en fait des projets et des activités que vous menez. Moi j'ai en tête les week-ends, oui. J'ai en tête les ailes dorées, voilà, quelques exemples en fait peut-être pour dire le côté à la carte, ponctuel, plus dans le temps, parce qu'en fait on voit bien qu'au regard de ces différents projets et types d'activités, on permet en fait des typologies d'engagement qui sont variables en fait, et on revient à cette notion de à la carte.
Alors, bon, déjà, on pourra noter que tu connais très bien l'ensemble des activités proposées. Je commence à savoir un petit peu tout ce qui est en train de proposé par AIDA. Mais effectivement, on a créé un programme qui s'appelle Highway to Health, qui est un programme d'accompagnement des patients qui sortent de traitement ou qui sont entre les traitements, qui est une petite référence à CDC évidemment. Et Highway to Health, c'est sous forme de week-end. Donc on a un grand week-end qui a lieu le premier week-end de juillet. On a un peu plus d'une centaine de patients qui se retrouvent pendant 4 jours. Et puis on a des petits week-ends qui sont des week-ends YouTube, où les jeunes se retrouvent pendant 2 jours à une dizaine de patients ou d'anciens patients pour mettre des mots sur ce qu'ils ont vécu dans la maladie. Donc ça, c'est carrément un programme en parallèle d'AIDA où on peut donner de son temps soit en accompagnant ces week-ends-là, en étant formé à les accompagner sur tout un week-end, en donnant de son temps et de son expertise sur l'organisation de ces week-ends-là, sur la communication, sur la logistique. C'est un mini-festival à chaque fois, donc ça demande quand même des petites compétences d'événementiel. Donc il y a ce sujet-là. Il y a effectivement les box Aidoré que tu mentionnes qui sont un projet essentiel parce qu'ils permettent de briser l'isolement des patients en juillet et en août, là où il y a un peu moins de visites à l'hôpital, qui puissent quand même continuer à pouvoir avoir des activités qui leur sont proposées. Ces box Aidoré, on a produit 5500 cette année et il a fallu les construire une à une. Donc c'est des kits d'activités dans lesquels il y a pas mal de choses qui vous permettent de passer l'été. Et toutes ces choses-là sont assemblées une par des bénévoles. Donc c'est du travail à la chaîne, mais assez sympa qu'on fait, et on en produit 5500 comme ça, et donc ça c'est une journée d'engagement, une demi-journée d'engagement. Et c'est pensé pour pouvoir être à l'hôpital avec toutes les contraintes sanitaires. Tout à fait, c'est pensé pour être à l'hôpital avec toutes les contraintes sanitaires. Océane y a bien veillé. Je pense que effectivement, dans tout ce que tu as dit, on voit ton enthousiasme, ton engagement extrêmement fort. Si tu te projettes en fait dans les 10 ans à venir, hein, tu te vois où en termes d'engagement? Mais moi, j'ai un sujet qui est la santé des jeunes, et moi j'aimerais bien revenir dans 10 ans ici et vous dire c'est génial, on a ouvert plein de services qui sont dédiés aux 15-25 ans. Et en fait aujourd'hui, les jeunes, c'est une filière de santé en particulier, et c'est une filière qu'on est capable d'adresser. Donc ça passe par mon engagement avec AIDA, ça passe par d'autres engagements aussi que je peux avoir à côté. Et je crois que c'est essentiel. Et encore une fois, sur ce sujet, les acteurs entreprises privées, le public, évidemment, a un rôle majeur à jouer, les associatifs, les patients, les professionnels de santé. Mais c'est qu'en travaillant tous ensemble qu'on arrivera à tendre vers ça et à avoir une prise en charge des patients, avoir des messages de prévention aussi, parce que finalement, on demande aux jeunes de s'intéresser à la santé et de s'intéresser à leur santé, mais elle n'est pas forcément adaptée à eux. Et donc, je pense que c'est un bonhomme à 2 jambes finalement qui avance avec la prise en charge, mais aussi les aspects de prévention qu'il faut être capable d'adapter aux jeunes, adapter à la nouvelle façon de communiquer, à la nouvelle façon de s'informer des jeunes aussi. Et donc je ne sais pas ce qu'on peut souhaiter dans 10 ans, autre que on puisse dire qu'il y a une santé qui soit adaptée aux jeunes et que ces jeunes-là, on soit capable de les accompagner et de les prendre en charge à la hauteur de ce que cet âge exige. Donc je pense que c'est ce qu'on peut souhaiter à AIDA et me souhaiter dans les 10 prochaines années. Et puis de revenir ici pour vous raconter ça. Moi, je serais ravie, fauteuil vert, rendez-vous dans 10 ans. Et continuer à transmettre envers et contre tout, que ce soit effectivement au sein de l'association, vers les patients aussi. Oui, évidemment. Quand tu sors de traitement, que tu as 19 ans et qu'il y a... tu te dis, bon, déjà, je suis en vie, donc il faut ce process-là le digérer. Et puis, qu'est-ce que tu as envie de faire de ce que tu as vécu? Et c'est vrai que nous, on a à cœur le fait que les jeunes qui sont passés par la maladie puissent avoir des espaces où ils puissent raconter ce qu'ils ont vécu, transmettre ce qu'ils ont vécu, parce que c'est très important pour AIDA, pour améliorer la façon dont on les accompagne, mais c'est essentiel pour le système de soins, c'est essentiel pour les instances publiques, c'est essentiel pour les acteurs privés aussi. Et donc je crois sincèrement que les patients, peut-être plus que tout le monde, les anciens patients, ont un rôle essentiel de transmission, et ils le font déjà plutôt bien chez nous, je crois. Peut-être le mot de la fin? Le mot de la fin, merci. Je l'ai évoqué tout à l'heure, mais merci Eurogroupe de permettre cet espace. Merci d'avoir pris le temps aussi de lire le livre. C'est toujours hyper agréable
de pouvoir discuter là-dessus. Et je pense que ça donne aussi une autre vision d'Aïda, en tout cas une immersion dans notre quotidien. Donc merci pour votre accueil. Et puis ceux qui ont envie de nous rejoindre, on vous attend. Alors n'oubliez pas Noël à l'hôpital, c'est une magnifique cause, simple, Noël à l'hôpital par Aïda. On est juste à la bonne période, donc n'hésitez pas effectivement à vous connecter et à augmenter les dons, même peut-être plus particulièrement ce week-end où chaque don sera abondé par des entreprises qui soutiennent l'association et donc on multiplie par 2 l'ensemble des dons. Noëlalhôpital.fr. Merci beaucoup Léa, ce fut un plaisir. Merci à toi, merci à vous. Et donc, n'oubliez pas, l'engagement n'a pas d'âge.